c'est quelque chose qui nous concerne tous. C'est quelque chose qui fait très très peur. On peut pas ne pas y penser en fait en tant qu'ingénieur de demain. Bonjour, bienvenue à tous. Alors on a le plaisir aujourd'hui de parler d'un sujet qui nous est cher, hein, le sujet de la transition écologique et du développement durable, avec deux invités de renom. À ma droite, Jean Jouzel, directeur de recherche émérite au CEA, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, ainsi qu'à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et l'Université de Paris-Saclay. Chercheur reconnu pour vos travaux de recherche sur l'évolution du climat, lauréat de nombreuses distinctions scientifiques, parmi lesquelles la médaille d'or du CNRS et le prix Veltlzen, membre des Académies des sciences de France et également des États-Unis. La ministre Frédérique Vidal a souhaité prolonger la mission Enseigner la transition écologique dans le supérieur, dont vous avez présidé, et afin d'accompagner les opérateurs de l'enseignement supérieur dans la mise en œuvre sur ce sujet. À ma gauche, Pascal Dacosta. Pascal Dacosta, enseignant à l'économie de l'environnement, et également référent nommé à la centrale Supélec pour le développement durable, donc sur trois aspects que sont la formation, la recherche, ainsi que les campus, hein, nous le rappelons, trois campus, campus de Gif-sur-Yvette sur lesquels nous sommes, et également Rennes et Metz, qui ont aussi des sujets. Voilà. Alors, je vous propose de débuter dès à présent sur le changement climatique, transition écologique. Alors, d'abord, revenons-en sur des faits. Aujourd'hui, où en sommes-nous sur les résultats scientifiques actuels ? Donc bonjour à tous, bonjour Stanislas, bonjour Pascal. Où en sommes-nous actuellement? Peut-être un petit retour en arrière d'abord. Hein. Donc toute ma carrière scientifique s'est déroulée au LSE, en tout cas au CEA. J'y suis venu à pied, donc nous sommes voisins. Et je me suis intéressé avant tout à l'évolution passée de notre climat, avec cette idée que mieux comprendre, disons, les fluctuations passées du climat est vraiment utile pour appréhender de façon correcte son futur. Donc beaucoup de résultats nouveaux dans le domaine des données passées du climat, de l'évolution passée du climat. Je dirais, pour prendre deux résultats récents pour moi, les observations d'aujourd'hui. Les 6 dernières années ont été les 6 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis 150 ans. Le réchauffement climatique est une réalité et je crois que c'est ce qu'affirmera de nouveau le 6e rapport du GIEC dans quelques mois. C'est important, cette réalité du réchauffement climatique et son attribution aux activités humaines. Ensuite, beaucoup de découvertes, par exemple, moi j'aime bien quand on regarde l'apport des données satellitaires. Par exemple, mes collègues qui s'intéressent savent maintenant suivre l'évolution des calottes glaciaires, des glaciers, et il y a eu beaucoup d'articles récemment, dans le temps, la façon dont ils perdent du volume et donc la façon dont ils contribuent à l'élévation du niveau de la mer. En fait, l'élévation du niveau de la mer, c'est près de 4 mm chaque année maintenant, et les 2/3 sont liés à la perte des glaces. Moi, ce qui m'a marqué aussi récemment, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment ce que les modélisateurs envisageaient il y a 30 ans. Les premiers modèles climatiques, ce sont les années 80. Et bien, quand on regarde le premier rapport du GIEC, quand on regarde le rythme de réchauffement du climat, l'amplification du réchauffement dans les régions polaires du Grand Nord, l'accélération de l'élévation du niveau de la mer, elle était entre 1 et 2 mm au XXe siècle, nous sommes plutôt à 4 maintenant, entre 3 et 4. Les événements extrêmes qui deviennent plus perceptibles, plus fréquents, tout ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est ce que les modélisateurs avaient envisagé il y a 30 ans. Et je crois que ça doit nous inviter à prendre vraiment au sérieux ce que ces mêmes modélisateurs envisagent à l'horizon 2050 et au-delà. C'est ça, pour moi, le message principal. Accordons de la crédibilité à notre communauté scientifique. Oui, alors, communauté scientifique, effectivement, sur le sujet, vous, Pascal, par rapport à cette accélération au niveau de Centrale Supélec, au niveau des étudiants, de cette prise de conscience écologique, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que donnent les premiers retours?
Et effectivement, je pense que chez les élèves ingénieurs, en général, c'est quelque chose de très important que le climat et le changement climatique. On sait qu'à travers les métiers, les différents métiers que font les ingénieurs, l'industrie et d'autres domaines, tout ça a une contribution négative du point de vue du changement climatique. Et on sent chez les étudiants, chez les élèves, une volonté, mais c'est également vrai chez le personnel et les personnels de Centrale Supélec, une volonté de prendre en compte dans l'enseignement, mais aussi dans la vie quotidienne, ces questions-là, et d'y apporter des solutions. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort chez nos étudiants. Et puis, au-delà de la formation, on voit également des recherches en matière de transition énergétique qui sont menées à l'école depuis déjà un certain nombre d'années en matière d'hydrogène vert, en matière de stockage, en matière d'efficacité énergétique, en matière de mobilité durable. Donc énormément de solutions qui sont techniques, mais également qui s'ancrent sur des territoires, dans des usages, dans des façons de consommer, sur lesquels on travaille fortement. Puis le dernier aspect dont vous parliez, Stanislas, c'était qu'est-ce qu'on fait sur les campus. Donc ça, c'est aussi un point qui nous intéresse. Et comme je le disais également à Jean il y a peu de temps, on prépare, après avoir fait le bilan carbone de GIF et les bilans carbone de Metz-RN, on prépare un plan climat qui aura lieu en juin, enfin voilà, donc en cours, et avec vraiment l'idée de placer l'école sur un sentier de réduction des émissions qui soit compatible avec les engagements de la France et de l'Europe en matière de neutralité carbone. Et donc juste pour terminer, moi je suis professeur d'économie de l'environnement, et donc c'est des choses que j'enseigne depuis un certain temps ici, et par rapport à la question scientifique que vous posiez, Stanislas, et à laquelle Jean Jouzel a répondu, sur les aspects économiques, on peut dire que on est dans une logique assez forte depuis 2005 et depuis l'accord de Paris. Mais le sentiment que j'ai, c'est que effectivement, les pays ont fait un peu la moitié du chemin et qu'il reste une partie non négligeable d'efforts à apporter. Voilà. Et sans doute que le dérèglement climatique qu'on vit et dont on a le sentiment qu'il est fort déjà et qui s'accélère, risque d'être présent et très très fort dans les années à venir, faute d'avoir fait l'autre moitié du chemin en matière d'efforts. Voilà. Transition parfaite, justement, sur la question de... Vous êtes, tout à l'heure, on l'a rappelé dans l'Académie des sciences en France, mais aussi aux États-Unis, et on sait que l'enjeu climatique n'est pas un enjeu uniquement qui se borne à nos frontières. Donc, qu'en est-il, justement, du point de vue de nos collègues outre-Atlantique ? Du point de vue d'outre-Atlantique, donc d'abord du point de vue scientifique, je crois qu'il faut regarder le vue scientifique, il y a vraiment au niveau international une certaine convergence, une grande convergence entre, disons, l'ensemble des chercheurs travaillant dans ce domaine. Je crois que l'avantage que nous avons, peut-être par rapport à d'autres disciplines, c'est cet effort collectif de synthèse, de diagnostic qu'entreprend le GIEC à intervalles réguliers. Et je tiens à souligner ici le rôle très important d'une centralienne, Valérie Masson-Delmotte, qui joue un rôle très important. Elle l'a joué dans ce rapport spécial 1,5 degré publié en 2018. Et dans quelques semaines sortira le rapport du groupe scientifique, le 6e rapport du GIEC. Donc on bénéficie, je crois, grâce au GIEC, d'un socle de connaissances important, disons, sur lequel nous pouvons nous appuyer. Alors, du point de vue scientifique, donc, je crois qu'il y a vraiment... la communauté américaine est très présente. Du point de vue plus politique, il est quand même clair que le retour des démocrates, l'élection de Joe Biden, nous permet de respirer un peu. Donc, je crois que quand on regardera l'histoire du début de ce XXe siècle, eh bien... on verra, on constatera que les États-Unis ont joué un rôle extrêmement négatif dans la lutte contre le réchauffement climatique à travers les 8 ans de George Bush et les 4 ans de Donald Trump. C'est très clair. Je pense que le protocole de Kyoto aurait mieux marché, c'est clair, si les États-Unis s'y étaient impliqués. Évidemment, la période Donald Trump a été extrêmement négative. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris est très important parce que c'est au moment même où cette nécessité de neutralité carbone est affirmée. Elle a été affirmée dans le rapport du GIEC en 2018,
Et désormais, ce sont, je crois, plus de 130 pays qui l'ont inscrit dans leurs objectifs, soit dans leur texte de loi, ou tout au moins généralement dans des objectifs pas forcément contraignants, mais c'est important parce que je crois que nous sommes à un tournant. Cette neutralité carbone en 2050, c'est ce qu'il faut viser si nous voulons tout simplement que les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter au réchauffement climatique qui est inéluctable, mais qu'on peut essayer de limiter à 1,5 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui. J'espère, au moins 1 degré supplémentaire, mais là, il faut vraiment neutralité carbone à échéance de quelques décennies, 2050 pour 1,5 degré. Et cela, c'est, je crois, un message très clair. Le fait que ce soit inscrit maintenant dans, disons, la Chine, c'est 2060, mais les 2/3 des émissions, pratiquement, c'est 2050. Je crois que ça doit effectivement motiver les élèves, parce que où en sommes-nous? Si nous voulons réussir cette transition, c'est un changement complet de mode de développement. Et je suis de ceux qui... Je pense vraiment que l'innovation a un rôle à jouer très important dans tous les domaines, pas simplement l'innovation technologique, ça peut être une innovation sociétale également. C'est très important. On ne se passera pas non plus d'une certaine sobriété. Mais je crois qu'il faut essayer je dis souvent que quand on parle d'énergie, l'efficacité énergétique, c'est, faire les mêmes choses en utilisant moins d'énergie, c'est bien. La sobriété, c'est regarder un peu ce qu'on fait. C'est ça la différence. Et donc, voilà, donc on peut espérer y arriver, mais y arriver, c'est aussi beaucoup d'innovation. Mais cette innovation n'a de sens que si elle est, qualifiée par rapport à tout son cycle de vie en termes de contribution ou non à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. C'est très important que les innovations s'inscrivent dans un cycle vertueux par rapport au développement durable dont nous parlons aujourd'hui. Donc des ingénieurs qui trouvent des solutions, mais pas seulement, aussi des citoyens qui finalement s'engagent pour modifier leur comportement positivement face aux enjeux climatiques. Du coup, transition parfaite, encore une fois. On parle de cette transition. Alors, du point de vue de Centrale Supélec, donc cette fois-ci école d'ingénieurs, du point de vue des jeunes ingénieurs qui sont impliqués, hein, vous le disiez tout à l'heure, comment ça se met en place, comment ça se met en œuvre et qu'est-ce qu'on voit opérer? Des innovations de rupture, au contraire des accompagnements dans les innovations? Comment on se passe au niveau de la Centrale Supélec? Alors, je pense qu'on a vraiment le sentiment dans la communauté scientifique qu'il n'y aura pas une solution qui s'imposera et qui permettra de décarboner à elle seule la totalité de la consommation et de la production. Hein, c'est très clair. Et donc tout à l'heure, je citais l'hydrogène vert, par exemple, ou l'hydrogène décarboné. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que c'est pour certains usages industriels, et notamment, par exemple, la mobilité lourde, que cette technologie peut apporter beaucoup. Donc pour les autres formes de mobilité, légère, individuelle, etc., on s'oriente vers d'autres solutions, hein, qui peuvent être multiples. Hein, ça peut être électrique, mais comme le dit très bien Jean Jouzel, hein, il faut aussi remettre en cause les habitudes qu'on a en matière de mobilité et aller vers une mobilité, y compris collective ou partagée. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a un panorama de technologies qui nécessitent aussi des changements dans les usages et dans les habitudes, sur lesquels on travaille très fortement. Et là, on peut effectivement, en croisant les regards, en faisant de l'interdisciplinarité, mieux comprendre l'avenir de ce que serait une économie neutre en carbone ou décarbonée. Voilà, donc c'est ça tout l'enjeu, et c'est assez difficile à imaginer, forcément. Alors, vous êtes aussi, on a parlé tout à l'heure de ce rapport, enseigner la transition écologique dans le supérieur, hein, je pense que c'est tout à fait le sujet. Alors comment on va justement pouvoir enseigner ce sujet aux jeunes générations et pour en faire demain des personnes actives? Oui, alors disons, j'ai effectivement accepté avec plaisir la proposition de la ministre au début 2020 de présider un groupe de travail dédié à l'enseignement de la transition écologique dans l'enseignement supérieur. Donc avec un rapporteur, Luc Abadi, qui a été aussi, très engagé. Donc d'abord, on parle bien là de transition écologique. Jusqu'ici, nous avons parlé de climat. C'est vrai que c'est plutôt, j'ai consacré mes travaux de recherche, c'est plus vraiment dans ce domaine du climat. Mais
quand on regarde les conséquences du réchauffement climatique, elles sont très diverses, mais si on essaye de prendre la mesure de l'ensemble des problèmes environnementaux auxquels les jeunes d'aujourd'hui auront à faire face, eh bien, ce n'est pas simplement le climat, mais je crois que le risque de perte de biodiversité est tout aussi important que les conséquences du réchauffement climatique le sont. Et ce qui est notable, c'est qu'il y a vraiment un lien entre perte de biodiversité. Déjà, le réchauffement climatique est la troisième cause de perte de biodiversité actuellement, et réchauffement climatique. Disons que si le réchauffement climatique n'était pas maîtrisé, eh bien à la fin du siècle, beaucoup d'espèces auraient une capacité de déplacement, alors faune ou flore, inférieure à la vitesse de déplacement des zones climatiques. Donc on comprend bien qu'un réchauffement important exacerberait la perte de biodiversité. Mais c'est vrai aussi pour ce qui concerne la pollution, pour ce qui concerne les ressources en eau, pour ce qui concerne, disons, la sécurité alimentaire. Disons, tous ces problèmes qui sont au cœur du développement de nos sociétés, eh bien, sont vraiment intimement intriqués. Et un autre problème qui est le problème sociétal, je dis souvent que la première conséquence du réchauffement climatique, c'est le risque d'accroissement des inégalités. Donc ça, c'est très clair, on le comprend bien, entre pays pauvres et pays riches, tout le monde n'est pas, chaque pays n'est pas égalitaire, chaque secteur d'activité par rapport au réchauffement climatique, mais ce qu'on oublie peut-être, c'est que ça vaut aussi pour des pays comme le nôtre. Disons que dans un pays comme la France, je m'y suis intéressé, j'étais membre du Conseil économique, social et environnemental, on parle là de justice climatique, et bien on montre que dans un pays comme la France, ce sont aussi les couches, les plus pauvres, en tout cas, qui sont les plus touchés qui ont le plus de mal à y faire face. Mais ça peut être vrai aussi, par exemple, dans les mesures qui sont proposées pour lutter contre le réchauffement climatique. Par exemple, c'est un peu le domaine de Pascal, mais si on regarde l'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était proposée il y a 3 ans, eh bien, elle aurait affecté de façon relative, alors pas de façon absolue, évidemment, de façon absolue, ce sont les couches les plus aisées de la population qui consomment le plus, donc qui émettent le plus, mais par rapport à leurs revenus, les 10% les plus bas revenus auraient été 3 fois plus affectés que les 10% des plus hauts revenus. Et on comprend bien, ces chiffres n'étaient pas sur la table à ce moment-là, mais on comprend bien ça quand même pourquoi cette augmentation de la taxe carbone, il n'y avait pas de compensation prévue vraiment très sérieuse, a été en tout cas un des déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes. C'est tout ça, il ne faut pas, disons, c'est tout le problème de la transition écologique. Elle est très large, elle n'est pas simplement climatique, même pas simplement environnementale, elle est aussi sociétale, elle est aussi économique et assez souvent aussi culturelle. Donc c'est tout cela, et je crois qu'à travers la transition écologique, on embrasse vraiment, je crois, toute la force, la grandeur de nos sociétés, du développement des jeunes. Ça sera vraiment au cœur, je crois, du développement de nos civilisations au cours des prochaines décennies. C'est cela la transition écologique, et c'est un peu la mission qui nous a été confiée, pas simplement que les jeunes sachent de quoi ils parlent quand ils parlent de climat, mais de quoi ils parlent quand ils parlent de transition écologique. Et soyons clairs, on en est quand même loin. Beaucoup de nos élites actuellement, qu'elles soient politiques ou économiques, ne savent pas de quoi elles parlent quand elles parlent de perte de biodiversité ou même de réchauffement climatique. Et donc, c'est cela. Frédéric Vidal nous a demandé comment fait-on pour que 100% des étudiants, à l'issue de leur cursus, quelle que soit la filière, sachent de quoi ils parlent, ne serait-ce qu'en honnête homme, en honnête femme, quand ils parlent de transition écologique, parce que ça va être au cœur de leur développement au cours des prochaines décennies. Merci. Effectivement, alors je vois bien qu'il y a deux aspects dans ce que vous évoquez, et là je me tourne vers l'économiste aussi, écologie et économiste. Alors est-ce que les deux peuvent s'entendre au final? Alors oui, moi bien sûr il ne faut pas opposer la valeur économique à la valeur écologique, et ça on comprend très bien. Effectivement, quand on est économiste de l'environnement, c'est plus compliqué dans les secteurs, c'est plus compliqué comme citoyen, c'est plus compliqué quand on voit aussi que la politique environnementale
peut avoir des effets inégalitaires ou redistributifs dont Jean Jouzel a parlé, effectivement. Pour reprendre et compléter ce que disait Jean, effectivement, les questions climatiques sont venues en premier dans l'agenda politique. Hein, et c'est vrai, et y compris d'un point de vue scientifique, hein, c'est ce qui a été très très bien décrit assez tôt. Et puis, à force de développer des solutions neutres ou décarbonées, en se rendant compte que ça avait des impacts potentiellement négatifs sur la biodiversité, il y a ce deuxième pilier de l'action publique qui est la lutte contre la perte de biodiversité qui se développe de façon assez importante et à travers l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui est l'IPBES. Alors, en tant qu'économiste, on se rend compte qu'une nature préservée en bon état écologique offre des services gratuits aux activités humaines et aux humains qui sont absolument colossales et qui potentiellement dépassent de plusieurs fois le PIB mondial. Et donc si on impacte négativement la biosphère et les écosystèmes, eh bien, on se donne un coup à nous-mêmes en perdant ces services gratuits et qu'il faudra remplacer par de l'activité humaine artificielle qui elle-même engendrera sans doute du changement climatique ou de la perte de biodiversité. Donc voilà la logique hein, qui est la nôtre comme économiste de l'environnement. Donc deux piliers, climat et biodiversité. Après, effectivement, on peut rajouter d'autres dimensions. Maintenant, on fait des ACV multicritères, des analyses de cycle de vie extrêmement poussées, où il y a la question des émissions de gaz à effet de serre qui est centrale, mais il y a également les conséquences des transports en termes de bruit, de particules fines, etc. Donc on va de plus en plus loin dans l'estimation des impacts de nos modes de vie, de production, de nos technologies, pour à chaque fois, à la fois choisir les solutions qui sont les meilleures du point de vue écologique et également travailler à l'amélioration des solutions existantes qui sont des fois pas tout à fait parfaites sur un des aspects et sur lesquels il faut bien entendu travailler. Donc ça, typiquement, c'est la mobilité électrique avec des impacts et des activités minières sur lesquelles il faut travailler, par exemple. Donc ce sont aussi des nouveaux marchés qui se créent, finalement. J'entends mobilité électrique, c'est des marchés qui n'existaient pas jusqu'alors, enfin qui sont assez récents. Oui, donc c'est ce qu'on disait avec l'innovation tout à l'heure. Il y a une multitude de solutions techniques, sociales qui émergent et qui sont portées par de jeunes entreprises ou dont les grands groupes essayent de capter les innovations et les marchés naissants. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe très fort. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'opposer ces solutions écologiques à l'économie, puisqu'on sait très bien que l'économie, elle est continuellement composée de changements, de renouvellement et de dynamique. Et donc je pense qu'on va aller vers cette dynamique-là, avec un foisonnement de solutions technologiques et sociales, surtout, hein, on en a parlé de la sobriété, bien entendu, et donc avec des emplois potentiels, etc. Alors le dernier pilier dont je voulais parler, hein, j'ai parlé du climat et puis de la biodiversité, le dernier pilier et qui est arrivé dans l'agenda, pareil, cette fois-ci vraiment en dernier, je pense c'est les questions sociales. Et avec le mouvement des Gilets jaunes et la contestation, on a très très bien compris qu'il y avait cet aspect-là qui était peut-être traité par les universitaires ou du point de vue scientifique, mais qui n'était pas assez mis en œuvre du point de vue politique. Et donc voilà, l'idée va être de travailler également sur la dimension sociale. Et donc dans tous les classements en matière de développement soutenable, dans toutes les évaluations en matière de développement durable, etc., il y a ce troisième pilier qui est le social. Alors on peut parler... ça revêt des tas de choses différentes. Hein. C'est l'égalité homme-femme, c'est l'inclusion, c'est aussi la question des revenus, d'accès à l'éducation, etc. Donc toute cette dimension-là est extrêmement importante. Et donc pour aller vers une transition écologique, hein, c'est vraiment ces trois aspects qu'il faut étudier complètement. Alors, revenons aussi un peu sur ce fameux rapport et sur s'il y avait une action concrète dans le rapport auquel vous devez revenir, ce serait laquelle qui vous semble la plus perspicace et pertinente? Une action qui est importante, c'est, je crois, faire passer ce message. D'abord, tous les établissements doivent être partie prenante, quel que soit le parcours du jeune, que ce soit à l'université, dans les écoles ou dans toute autre filière, ça concerne tout le monde.
ça ne concerne pas bien sûr que le monde scientifique, ça concerne aussi bien, disons, l'ensemble du système universitaire. Évidemment, on ne demandera pas, disons, on ne proposera pas, puisque, disons, c'est très important, ce sont des propositions, on ne va pas imposer aux établissements, bien sûr, ce qu'ils doivent faire, c'est plutôt une adhésion qu'on espère, mais le principal message, c'est, je pense que dans un établissement, je pense au vôtre, eh bien, c'est que tout le monde est concerné. Il ne s'agit pas simplement de s'adresser aux enseignants, aux étudiants, et vous savez, ici, c'est le cas, par exemple, dans ce groupe de travail, les organisations étudiantes sont très présentes, le Réveil écologique, les autres, mais aussi la CGE, la CPU, CDFI sont présents, donc toutes les organisations sont là, et les jeunes sont effectivement très actifs, et moi je les en remercie. Voilà, c'est porté par un mouvement de fond qui existe ici. Donc le message, mais il faut aussi s'adresser aux laboratoires de recherche. Disons que se développe aussi l'initiative d'un laboratoire 1.5. Disons, il y a beaucoup de réflexions dans les laboratoires de recherche sur ce qu'il faudrait faire, mais aussi au personnel administratif. Quand on parle, disons, à l'ensemble des personnels techniques administratifs, c'est vraiment l'établissement, et c'est le message que je souhaite donner, qu'il faut entraîner. C'est une adhésion, je le redis, nous essaierons d'être force de proposition, mais c'est ça le message principal. Tout le monde est concerné et la réussite, si disons ça ne concerne qu'une fraction des étudiants, qu'une fraction des enseignants, qu'un laboratoire de recherche parmi les autres, ça ne marchera pas. Hein, disons, c'est ça l'idée force pour moi et le message clé que je souhaite donner. Après, les recommandations que nous avons faites sont évidemment d'ordre assez général. Là, nous avons fait des recommandations au ministère, nous avons fait des recommandations aux établissements, ou je le redirai, des propositions, mais aussi, par exemple, la formation des enseignants. Ce sur quoi ça bute, disons, cette transition écologique, c'est que les enseignants eux-mêmes ne sont pas formés. Il n'y a pas beaucoup de Pascal sur le terrain. Donc non, c'est vrai, c'est bien cela qu'il faut aussi. C'est une des questions qu'on traite actuellement. Ensuite, il faut aussi que ça soit pris au sérieux par les instances. Et il y a quand même eu quelque chose. Alors, nous avons remis ce rapport en juillet dernier, et pour la deuxième phase, en fait, le ministère a souhaité attendre la promulgation de la loi LPR parce qu'elle était très importante, parce que de ce qui était un souhait de la ministre il y a 1 an et demi, quand elle a proposé mis sur pied ce groupe de travail, est devenu une mission de l'enseignement supérieur. Dans la loi de programmation de la recherche, il y a désormais cet article qui dit que sensibiliser, former les étudiants à la transition écologique est une des missions de l'enseignement supérieur. Ça change fondamentalement, disons, le cadre dans lequel cette mission se place, et bien sûr, ça oblige aussi, nous sommes bien sûr avec des recommandations vis-à-vis du HCRS pour l'évaluation. Tout cela va se mettre en route. On sait que ça va prendre du temps. Ça sera à chaque renouvellement, évidemment, des établissements que ça se passera. Mais notre souhait, c'est vraiment que ces aspects de développement durable deviennent partie intégrante des cursus des établissements. Voilà notre souhait. Alors, comment faisons-nous actuellement ? Bien, disons que je dirais que cette première phase a été assez généraliste, des recommandations dont j'espère, pour ceux qui les ont lues, qu'elles sont généralement de bon sens, elles ont été bien accueillies, elles s'adressent à tous, c'est pas simplement. Et puis maintenant, eh bien, dans cette seconde phase que nous venons de commencer, eh bien, nous essayons d'aller plus dans le concret. Quelles pourraient être des propositions ? Comment, voilà, il y a déjà beaucoup d'abord, et passer dans le concret, c'est déjà faire un état des lieux, regarder, écouter ceux qui ont déjà mis en place des activités, des actions de ce type. Il y en a pas mal, et en particulier depuis 3 ou 4 ans. Donc on ne part pas du tout d'une feuille blanche, on part au contraire d'un ensemble d'initiatives existantes. Et c'est ça le travail qu'on fait, mais aussi à partir de là, bien sûr, construire à partir de l'existant, du dynamisme qui s'est mis en place depuis quelques années, et essayer d'irriguer l'ensemble, effectivement, de l'enseignement supérieur. C'est notre objectif collectif, et nous espérons produire un rapport d'ici la fin de l'année.
Oui, c'est bien tout l'enjeu, et merci de rappeler aussi effectivement l'engagement de tous, y compris des personnels, vous l'avez dit, hein, administratifs et techniques, et je pense que c'est important aussi si on veut pouvoir avoir des transformations. On parlait tout à l'heure du pilier social. Le pilier social, c'est justement de s'appuyer sur un ensemble et non pas sur une petite... juste un groupuscule, ce qui est toujours un petit peu déstabilisant. Alors du coup, on est dans le concret, là, ça y est, on y arrive. Je crois que le 7 et le 24 juin, il se passe quelque chose. Oui, effectivement, le 7 et le 24 juin, l'école va co-construire son premier plan climat pour le campus de GIF, après avoir fait le bilan carbone en 2019 qui a été certifié. Et alors je dis co-construire, hein, parce qu'effectivement l'idée c'est d'associer des étudiants et tous les personnels à cette action. On va créer un petit noyau d'une 30aine de personnes qui vont vraiment travailler sur cette question-là. Et en matière d'adhésion de l'ensemble des acteurs de l'école, il a fallu énormément travailler sur les aspects de gouvernance. Donc l'école a revu en profondeur son système de gouvernance pour intégrer les parties prenantes, comme on dit, hein, l'ensemble des personnels, des étudiants, etc. Alors on a créé une commission de développement durable fin 2019, effectivement. On a des groupes de travail, on a des correspondants dans tous les laboratoires en matière de développement durable. On a demandé à des étudiants de devenir délégués transition par promotion pour nous faire un retour sur le cursus tel qu'ils le vivent, le cursus ingénieur, etc. Et puis les ressources humaines ont mis en place des formations pour tous les personnels en matière de climat, fresque du climat, ateliers d'automne, jusqu'à des ateliers, on va dire, sur la réduction personnelle de ses propres émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est cette dynamique qu'on essaye de prendre en compte. Alors ça concerne aussi les acteurs de notre territoire, bien sûr les anciens, les alumni, qui sont partie prenante et qui notamment nous aident sur la 3e année avec l'objectif que tous les domaines de spécialité traitent la question des transitions écologiques. Hein, c'est très important qu'en formation initiale, nos élèves ingénieurs reçoivent une formation généraliste sur les questions, y compris de transition. Mais au-delà de ces enjeux, il faut qu'ils soient capables, dans leur spécialité, de traduire ça en actes concrets, en actions concrètes, en solutions. Et c'est ce qu'on tente de faire. Alors c'est forcément le plus compliqué, puisque c'est extrêmement prospectif et ce sont des innovations ou des changements majeurs qui sont nécessaires. Donc ça, c'est le pari. C'est quelque chose qui a été acté lors d'un conseil des études il y a déjà 1 an, à savoir que toutes nos spécialités, mentions, filières, en dernière année, abordent bien sûr, mais traitent des questions de transition dans leur secteur et dans leur métier. Donc ça, c'est un pari, c'est un challenge colossal, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite faire. Et pour ça, il faut associer absolument tout le monde, les responsables de parcours, les enseignants, le personnel, les étudiants. Et donc avec une réflexion, encore une fois, sur la gouvernance qui était vraiment importante et qu'on a menée assez vite, en fait. Voilà. Et du coup, est-ce que on est ici, on parlait de l'université de Versailles-Saint-Quentin, on parle de l'université de Paris-Saclay, on parle de Centrale Supélec, finalement c'est un formidable écosystème. Est-ce que c'est un formidable écosystème pour le développement durable? Oui, d'abord par rapport, je pense que par rapport à, disons, ce qui se met en place à Centrale Supélec, je pense que c'est important d'avoir un plan climat, donc comme l'a mentionné et décrit Pascal. Je pense qu'il est aussi important dans ce plan climat de prévoir, et c'est un peu les difficultés auxquelles on fait face, j'ai suivi beaucoup de plans climat, c'est de prévoir d'ores et déjà la façon dont il sera évalué. Ah, ça, c'est très important. Il faut aussi pas simplement mettre... Enfin bon, je suis sûr que cette évaluation est inscrite dans la dynamique du plan climat, mais c'est très important aussi de ne pas, d'avancer, mais de regarder aussi les résultats. Donc, et je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses de faites. Alors, sur le plateau de Saclay, effectivement, moi, je suis arrivé sur le plateau de Saclay il y a 53 ans. Ici, il y avait un chemin. J'ai beaucoup joué au foot juste à côté. Là, j'étais président de la SCA Saclay quand même pendant une dizaine d'années, donc footballeur. Voilà, je suis beaucoup venu au stade des Moulons. Avant, on n'avait même pas de stade. Alors, quand j'ai commencé, il n'y avait même pas ce stade qui existait. Donc, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que j'ai vécu l'essentiel de ma carrière scientifique sur le plateau.
Et depuis 5-6 ans, eh bien, ce plateau est complètement transformé. Je sais qu'il y a une dynamique qui se met en place aussi, bien sûr au niveau disons, de Paris-Saclay sur la qualité d'enseignement, mais aussi sur ces aspects développement durable. Je suis très heureux d'ailleurs que nous ayons dans notre groupe de travail Jeanne Lecomte, donc, qui est dans notre groupe de travail, qui est très active. Donc voilà, donc je crois aussi que je comprends que ça prend une place chez vous à Centrale Supélec, mais sur le plateau dans son ensemble et sur Paris-Saclay. Donc j'en suis très heureux, évidemment. Voilà, et je crois que c'est une façon aussi d'être compétitif. De plus en plus, les classements internationaux prendront en compte, les classements nationaux et internationaux prendront en compte de cette capacité de déplacement des établissements, quels qu'ils soient, à, disons, placer leurs élèves sur une trajectoire qui leur permette d'agir dans le futur, dans leur futur. C'est ça qui est important. Je crois que c'est bien sûr important d'avoir des actions dans les bâtiments, dans la vie étudiante, dans l'enseignement, mais c'est avant tout former des jeunes qui aient envie, quand ils rentreront dans le monde du travail, très rapidement, de s'investir, de changer les choses, parce que c'est quand même eux qui vont le faire. Ce sont les jeunes que vous formez, que nous formons. Il m'arrive aussi de participer à quelques enseignements, eh bien, qui vont effectivement, je crois, je l'espère, disons, réaliser cette transition. Et encore une fois, pour pouvoir aller outre, aussi au-delà de la France, je pense que le panel d'étudiants et ces jeunes actifs, futurs jeunes diplômés, sauront sûrement aller aussi porter les bonnes paroles à l'extérieur de la France. Merci. Pascal, on parle de plan d'action, donc plan concret, hein, c'est l'enjeu. Au sein des enseignements de Centrale Supélec, on a des choses qui sont particulièrement... Vous avez parlé de fresques du climat, je crois, tout à l'heure. Oui, effectivement. En matière de sensibilisation, c'était extrêmement important de trouver une pédagogie pour une promo importante, 950 étudiants, élèves, ingénieurs, en matière de climat. Donc ça, on l'a fait grâce à la fresque du climat. Et puis, ensuite, il fallait utiliser toutes les connaissances et l'intelligence de nos élèves sortant de prépa. Et donc là, on a construit récemment un cours commun en sciences du climat avec des chercheurs du LSCE, donc des chercheurs seniors reconnus, Massa et Didier se reconnaîtront, et également aidés par de jeunes doctorants. Donc on a à la fois cette sensibilisation et puis un cours qui va loin dans les détails et au niveau scientifique, et donc qui permet d'avoir, je pense, de toucher un peu tous les aspects nécessaires chez les étudiants. Donc ça, c'est un exemple d'action. Et puis, je pense qu'on ira en troisième année vers, on a parlé d'ACV, hein, de l'analyse de cycle de vie des produits phares de chaque mention. On ira vers des projets dans ce domaine, par exemple. Oui, c'est ça. Et les questions d'obsolescence programmée, par contre, peuvent en faire partie, c'est ça? Oui, l'idée. Alors, l'avantage de l'ACV, c'est d'avoir une vision objective des plus et des moins d'une solution, et puis les moins d'y travailler pour l'améliorer, voire de changer de solution si on n'arrive pas à s'en sortir, quoi, hein. Donc ça c'est une très très bonne chose. Donc en matière d'obsolescence programmée, c'est peut-être un peu pour tordre le cou à l'idée reçue que les ingénieurs font de l'obsolescence programmée. Au contraire, hein, l'idée c'est de faire des produits qui durent, des produits qui puissent être utilisés longtemps et par diverses personnes, donc partagés, etc. Donc effectivement, c'est un point important. Alors, question que je me pose, et je me brûle de vous la poser. On a vécu une crise sanitaire sans nom. Les gens sont restés chez eux pour la plupart. En tous les cas, il y a une grosse diminution du nombre d'activités humaines. Est-ce qu'il y a des études qui sont faites? Est-ce qu'on a déjà des soubresauts de quelque chose sur ces analyses? Aujourd'hui, il est trop tôt, c'est en cours? Oui, alors sur les émissions de gaz à effet de serre, on a maintenant les chiffres pour 2020, même s'ils sont préliminaires. Au niveau planétaire, les émissions ont baissé de 6-7%, de l'ordre de 7%, un peu plus en France, un peu plus de 10%, entre 2019 et 2020. Alors moi, la réflexion que ça m'amène, c'est que quand on regarde au niveau planétaire,
eh bien, c'est pratiquement ce qu'il faudrait faire chaque année pour avoir des chances de respecter l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport au point industriel, ce qui est tout à fait souhaitable. Et donc, c'est un peu moins pour la France. Pour la France, c'est plutôt de l'ordre de 3 à 4%, ça, disons jusqu'à horizon 2030, pour respecter les objectifs que nous nous sommes fixés. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de participer à la Convention citoyenne sur le climat. J'étais membre du comité de gouvernance et j'ai quand même le regret. Je regrette un peu que les propositions des citoyens n'aient été que très partiellement, c'est moins qu'on puisse dire, prises en compte, ou ne sont que très partiellement prises en compte dans le projet de loi actuellement qui devrait être voté d'ici l'été probablement. C'est un peu un risque que que ce projet de loi ne mette pas la France sur une trajectoire compatible avec les objectifs que nous affichons, d'autant plus que l'ambition de ces objectifs va être remontée au niveau européen. Et c'est quand même ces 10 prochaines années, ce sont les 10 années que beaucoup de jeunes ici vont vivre. C'est ça qui est important. Voilà, donc disons que le Covid, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit en gros que ce n'est pas simplement une diminution d'activité qui n'est pas suffisante pour nous mettre sur une bonne trajectoire en termes de climat. Il faut un changement profond du mode de fonctionnement de nos sociétés. C'est bien cela pour moi l'enseignement principal par rapport à cette transition écologique qui nous réunit aujourd'hui. Une sobriété de la consommation, c'est ça ? Ouais. Entre autres. Non, c'est à la fois... Je pense qu'il faut des innovations. Mais il faut des innovations et... Pascal le dit, l'innovation, c'est son ACV, son cycle de vie qui compte. Et après, il faut être capable d'évaluer son cycle de... disons les émissions ou l'apport à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, l'apport à l'augmentation, mais aussi l'apport à des problèmes comme le risque de perte de biodiversité. Par rapport à tous ces problèmes, il faut que le cycle de vie, on puisse l'analyser par rapport aux questions environnementales au sens large, écologiques au sens large que nous nous posons, et prendre alors les bonnes décisions. On peut se poser la question, on se pose la question pour le numérique. On voit que la 5G, par exemple, le Haut Conseil pour le climat se pose des questions sur sa pertinence, en tout cas, peut-être pas en termes économiques, mais en termes écologiques. Disons, ce sont des questions qui se posent. Au moins, il faut se les poser. Il faut se les poser pour toutes les innovations. Et à partir de là, je crois, prendre les bonnes décisions. Parce que, disons que des objectifs que nous nous sommes fixés, c'est inscrit dans la loi, c'est quand même extrêmement ambitieux. Oui, peut-être un point pour rebondir par rapport à ce que dit Jean. Par rapport au Covid, je pense qu'il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ce qui s'est passé, c'est l'idée que la science en matière sanitaire et de santé a été écoutée et que les questions peut-être purement économiques ont été reléguées pendant un temps au deuxième plan. La priorité ont été les questions de santé publique. Pendant un moment donné, on y est toujours à l'heure actuelle, avec un coût économique des mesures colossales, sans précédent, dans le traitement des crises précédentes qu'on a connues, avec un soutien et un plan de relance beaucoup plus important en Europe que lors de la crise de 2010, la crise internationale. Donc je pense on voit très clairement quel est l'objectif collectif et politique dans ces moments-là. On voit que ça a été la santé. Donc l'espoir pour les questions de transition écologique, c'est effectivement qu'on soit capable de reproduire cet effort collectif sur un problème qui est peut-être beaucoup plus complexe, dont l'horizon, le temps nécessaire est beaucoup plus long. Voilà. Donc, mais voilà, je souhaiterais qu'on retienne ça quand même de ce moment, qui a aussi, alors qui n'est pas tout à fait fini, il faut faire attention bien entendu, mais où il y a un élan fort, politique, pour dire que ce qui comptait était la santé publique, avec des efforts économiques qui ont été malgré tout au rendez-vous, il faut le reconnaître. Encore une fois,
l'effort est colossal et beaucoup plus important que ce qu'on a connu dans le traitement des crises financières et économiques précédentes. Donc j'espère qu'on sera capable de reproduire ça sur les questions de transition. Voilà, D'autant plus que les sommes qui sont en jeu dans la transition écologique ne sont pas si importantes que celles que l'on met sur la table pour lutter contre la pandémie. Un chiffre en France, pour réussir cette transition, eh bien, il faudrait pratiquement... Nous investissons à peu près 60 à 80 milliards d'euros chaque année, disons, qu'on peut inscrire dans la lutte contre le réchauffement climatique ou l'adaptation, ou plus généralement la transition écologique. Il faudrait investir 20 milliards d'euros supplémentaires chaque année en France pour la réussir d'ici 2030. Ce n'est pas énorme, ce n'est que ce qu'on a mis sur la table pratiquement chaque semaine pour faire face à la pandémie, et bien sûr à juste titre. Mais il faut bien avoir, disons, la transition écologique, ce n'est pas 20 milliards d'euros, c'est beaucoup, mais ce sont des sommes dont on comprend qu'elles sont accessibles, et en plus c'est créateur d'emplois, c'est potentiellement créateur d'emplois, créateur de dynamisme économique. C'est ça qui est très important, et évidemment, la transition est toujours difficile, la transition dans les métiers, dans les secteurs d'activité qui seront affectés. Bien sûr, ce n'est pas facile. C'est là qu'il faut aussi, et je crois que c'est l'intérêt de la mission qu'on a, il faut aussi que, disons, si la société prend vraiment conscience à travers, bien sûr, l'enseignement, dans l'enseignement supérieur, si tout le monde prend conscience de la nécessité de cette transition, eh bien, ça la facilitera. Et c'est cela, donc, parce que vraiment, il faut la réussir, cette transition. On n'a pas le choix. Merci Jean. Du coup, je propose un dernier mot de la fin. Donc, on va d'abord commencer par vous. Pascal, un petit mot de la fin pour tous nos auditeurs et tous nos spectateurs. Oui, simplement, je souhaitais déjà remercier Jean. Effectivement, avec Stanislas, on a travaillé à cet entretien et Jean a accepté d'y participer, comme il a toujours accepté de venir à Centrale Supélec à diverses occasions, à divers moments, pour présenter les travaux du GIEC, présenter tout ce que vous faites également dans le domaine du changement climatique, y compris d'un point de vue social et politique. Alors, peut-être, comme mot de la fin, je voudrais dire que les messages qui ont été donnés par Jean et puis qui ont un peu mûri dans la discussion sont des choses auxquelles on tente de donner une forme factuelle à travers des plans d'action. Et donc, une de mes missions, même ma 4e mission, telle que c'était inscrit dans ma lettre de mission, ça consiste à faire émerger des plans d'action partagés dans différents domaines. Grâce notamment à Sophie David et la Despiette, on a pour GIF des plans d'action qui vont voir le jour en matière de mobilité et dans d'autres domaines, en matière de déchets. On va construire, j'espère, le plan climat avec beaucoup de perspectives, y compris parce que, bien sûr, on ne trouvera pas des solutions sur tous les aspects, beaucoup de perspectives, y compris en termes de groupes de travail pour les mois et les années à venir. Donc voilà, donc c'est cette dynamique qu'on essaye de mettre en place. Je nous souhaite collectivement à Centrale Supélec qu'on arrive à construire ces plans sur nos différents campus de Metz, de Rennes et de GIF, également sur le site de Pomacle. Et je suis très optimiste quand je vois effectivement l'élan que nous donnent nos étudiants et qui est partagé par les personnels de l'école. Et à partager encore avec, bien sûr, l'Université de Paris-Saclay, l'Université de Versailles-Saint-Quentin et d'autres acteurs du plateau de Saclay. Donc Jean, je me tourne vers vous pour le mot de la fin. Oui, merci Stanislas. Moi, je vais me tourner vers les étudiants qui, disons, vont regarder cet échange avec un message très simple. Bon, votre génération, vous êtes quand même doublement concernée. Je dis souvent que vous êtes concernés par l'inaction parce que, disons, les conséquences sérieuses du réchauffement climatique, c'est plutôt pour l'après 2050. D'ici 2050, on prendra peut-être 1 degré supplémentaire dans un pays comme la France, ça dépend des saisons, des régions, peut-être un peu moins, mais on est à peu près sur ce rythme. On peut s'y adapter. Mais si rien n'est fait de sérieux pour lutter contre le réchauffement climatique, pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est dans la deuxième partie de ce siècle que les conséquences vraiment, je dirais,
extrêmement sérieuses du réchauffement climatique se feront jour. Donc c'est cela. L'inaction, je dirais, ses conséquences sont plutôt à 40, 50 ans, deuxième partie de ce siècle, mais vous serez là. Et l'action, eh bien, l'action c'est tout de suite, c'est aussi vous qui êtes concernés. L'action c'est tout de suite, je le rappelle, la France, l'Europe, c'est diminuer de 55% des émissions d'ici 2030, et puis cette neutralité carbone, alors on pourrait dire l'Europe toute seule, bien non, ce n'est pas l'Europe toute seule, ce sont les États-Unis, ce sont la Corée, tous les grands pays de la planète ont affiché neutralité carbone en 2050. Alors on va me dire, et c'est quelquefois ce que je pense aussi, mais c'est impossible, ce n'est pas possible. Mais justement, rendez cela possible. Il faut absolument, si vous voulez, et c'est quand même souhaitable que disons que vous viviez la deuxième partie de ce siècle dans un climat qui ne vous pose pas de problème, auquel vous puissiez vous adapter. Un réchauffement supplémentaire de 1 degré, je crois qu'on peut s'y adapter, ou d'1,5 degré certainement, même si dans certains pays il y a déjà une grande vulnérabilité, eh bien c'est maintenant qu'il faut agir, et il faut agir, je le redis, tous ensemble. Ce n'est pas, je sais que dans les promotions, il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent, et je crois que l'objet même de notre mission, c'est justement d'entraîner l'ensemble des établissements à travers vous les jeunes, les enseignants, l'ensemble du personnel. C'est ça mon message, c'est allez-y tous, collectivement. Il n'y a aucun secteur d'activité où vous puissiez vous dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. Quel que soit le secteur d'activité que vous choisissiez, de la finance, de l'industrie, y compris, je ne sais pas, de l'agriculture, quelque part que vous fassiez, ou dans le domaine agricole, il y a aussi beaucoup de choses à faire en termes d'innovation, eh bien, il y aura des choses à faire pour participer à cette lutte contre le réchauffement climatique, et c'est vraiment ce que je vous engage à faire. Dans votre future activité, mettez cette transition écologique au cœur de vos objectifs. Et je vous en remercie. Merci à tous. Donc, ensemble, voilà, une transition réussie. Vers une transition réussie, ce serait un peu le mot de la fin. Bien sûr. Merci à tous et à très bientôt pour d'autres formats. Merci beaucoup.